La séquence, elle est très claire, elle est très logique. Première chose, réduction d'impôts pour la classe moyenne. Deuxième chose, discours du trône. Troisième chose, on aura une mise à jour économique. Pourquoi est-ce que vous renoncez à le faire avant l'été? Bien, on ne renonce pas, on en fait un. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Bon, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, sur la séquence des événements qui doivent survenir avant la pause estivale, une séquence qui ne semble pas inclure de budget. Décision qui a fait sourciller à Ottawa la semaine dernière, venant d'un gouvernement qui vient de faire campagne sur l'économie et la capacité de son chef à gérer la chose. Que font-ils penser de tout cela? Rosemary, Chantal, Michel, bonjour. 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 Alex n'est pas là cette semaine. Rosemary a gentiment accepté de se joindre à nous. Merci. Je commence avec vous, d'ailleurs, Rosemary. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce que les libéraux peuvent vraiment justifier le fait de ne pas déposer de budget? C'est pas arrivé souvent, là, depuis la Confédération, qu'il n'y a pas eu de budget au printemps. Non, et qu'il n'y a pas eu de budget depuis 1 an, parce que ça, c'est la dernière fois qu'on a eu un budget. Je vais commencer par l'ordre des choses, parce que, avec tout mon respect, le ministre se trompe avec l'ordre des choses. En fait, c'est le discours du trône qui commence, oui, et qui doit avoir un vote dans la Chambre, et ensuite, il peut passer à la baisse d'impôts, malgré le moment là, de la performance que le PM a faite dans la salle du cabinet cette semaine. Alors oui, il peut conclure qu'il n'y a pas assez de temps pour un budget, que les choses sont trop floues présentement pour un budget. Il peut faire tout ça, sauf que c'est un gouvernement qui a été élu, un premier ministre qui a été élu sur un projet économique de croissance et de réponse à Donald Trump. Et moi, je pense que c'est important que les Canadiennes sachent plus sur l'état des choses, l'état des finances du pays. Moi, j'ai parlé aussi avec le ministre Joly sur mon émission aussi, Daniel, et elle m'a dit que ça se pourrait qu'il y ait plus de détails sur l'état des choses, mais pas un budget au complet. Elle l'évoquait un peu plus tôt. C'est ça. Et moi aussi, je pense que ça doit avoir lieu pour qu'on ait plus d'informations. Et le budget, ça se peut que ne pas faire un budget là, c'est la première erreur là, du gouvernement de M. Carney. Oui. Chantal, erreur? Moi, j'ai pas de religion sur le budget. Quand Joe Clark est devenu premier ministre, il est devenu premier ministre en mai. Il a présenté un budget en décembre et il y a un argumentaire qui dit quand on va présenter un budget, ça va être le bon, en connaissance de cause, en plaçant nos priorités. Mais là où j'arrête de comprendre, il y a deux choses. La première, c'est pourquoi ne pas expliquer ça et ne pas dire présenter un budget à l'automne? Parce que là, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de présenter un budget rendu au mois de novembre. Mais l'autre chose que j'ai de la misère à comprendre, je pense que Rosemary a fait allusion, cette histoire-là de signer des papiers à la table du bureau du premier ministre pour dire qu'on fait des baisses d'impôts, excusez-moi, mais c'est de la désinformation. Ça s'appelle faire semblant que le Parlement n'existe pas. Or, les Canadiens, tous, ont voté pour envoyer des gens à la Chambre des communes. Si on veut faire des baisses d'impôts, il faut présenter un projet de loi ou un projet au Parlement. Mais quand M. Carney s'installe puis qu'il signe sur le bout de sa table, je ne sais pas quel papier, il pourrait être en train de signer une note de médecin pour un de ses enfants qui va manquer l'école, puis ça a la même valeur. Alors, le genre de semaine de ce gouvernement-là a commencé par ce Conseil des ministres. Quelqu'un l'a appelé corpulent, je trouve ça, on pourrait dire obèse, et en continuant avec des annonces comme on va réinventer la roue puis vous n'avez pas besoin de budget en 2025, j'avoue que je ne comprends pas où M. Carney prend ses avis et s'il y a quelqu'un qui lui donne des avis, où il prend l'idée qu'il n'y a pas besoin d'écouter personne. Bon, pour la petite histoire, le document qu'il a signé, c'est un mémo au ministre des Finances qui lui demande ça vaut commencer rien. À travailler. C'est ça. Ça dit commence à travailler. C'est l'équivalent d'un courriel signé avec un gros crayon à la table du Conseil des ministres. Exactement. Mais c'est très Donald Trump. Hein? On s'entend là-dessus. C'est exactement la même chose. Zéro valeur légale. On s'entend là-dessus. Voilà. Michel, est-ce que ça vient alimenter le moulin aux attaques des partis d'opposition, parce que ça l'a fait, en tout cas, ça a généré pas mal de réactions cette semaine, tout ça.
Le problème, il n'est pas formel, il est réputationnel, si vous voulez. Formellement, la moyenne des nouveaux gouvernements prend 6 mois pour faire un budget. Puis en plus, j'ai déjà vu des énoncés économiques, ce qu'on appelait un mini-budget dans le temps, qui avait plus de pages qu'un budget. Alors, ça, c'est pas trop grave. Monsieur Harper avait pris 10 mois avant de faire son premier budget. Alors, les conservateurs vont être un peu mal placés pour critiquer. Le problème, il est réputationnel. C'est M. Carney s'est fait élire en disant « Je suis un banquier, moi je connais ça l'économie, moi je sais quoi faire à propos de Donald Trump. » Et là, on dit « Ah, ben, il y a trop d'incertitudes, on ne peut pas rien faire à cause de Donald Trump. » Ça ne marche pas. Et c'est ça qui est la perception que la plupart des gens retiennent cette semaine. Et ça risque de nuire. Alors, je pense qu'on va voir une correction de la course là, à un moment donné. Ouais, Si je peux, Daniel, Oui, vas-y. la dernière chose, c'est je me demandais si M. Champagne sait plus que nous autres sur l'idée d'avoir une entente avec les États-Unis. Est-ce que lui, il dit qu'il y a trop d'inconnus parce qu'il sait que d'ici la fin de juin, par exemple, on va avoir une entente avec les États-Unis qui va clarifier la chose financièrement? Ça se peut. Ça se peut que lui et le gouvernement sont très optimistes sur cette idée-là et que, oui, les choses vont être plus claires dans quelques mois. Oui, mais là, dans ce contexte-là, Chantal, est-ce qu'il n'aurait pas dû dire simplement, au lieu de dire on va présenter une énoncé économique à l'automne, on repousse le budget un peu plus tard, non? Oui. Non, il y avait juste à dire on ne repousse pas le budget, on va le présenter à l'automne, premièrement. Voilà. Deuxièmement, si on a une entente d'ici le 1er juillet, sérieusement, c'est à peu près le même papier sur lequel Mark Carney signe ses affaires, c'est-à-dire ça va être une entente entre le Canada et les États-Unis, ça implique le Congrès américain. Autrement, ce que Donald Trump signe, on le sait, ça vaut aussi cher que ce que M. Carney a signé pour les caméras cette semaine. Alors, de s'en aller, de se préparer peut-être à dire aux Canadiens, on s'est vu chez Tim Hortons, et puis on a tout réglé ça, à la limite, c'est plus inquiétant que rassurant. Un mot, Michel, sur le Conseil des ministres, parce que Chantal l'a évoqué tout à l'heure. Chantal parlait de Conseil des ministres obèse. C'est vrai c'est un gros Conseil des ministres compte tenu des secrétaires d'État. On semble, du côté de M. Carney, vouloir dire les secrétaires d'État, c'est pas vraiment les ministres. Notre Conseil des ministres qui est plus petit. Vous achetez ça, vous? Je n'achète pas vraiment ça parce que, d'abord, ils ont des 3/4 des salaires des ministres. Les 3/4, c'est plus que la moitié. Là. C'est quand même assez significatif. Je comprends qu'au Canada, c'est toujours difficile. Il faut un ministre par province, y compris à l'île du Prince-Édouard, etc., etc. Mais à la fin, quand on veut faire un cabinet plus petit, on fait un cabinet plus petit. Il y a toutes sortes de façons de le faire. Remarquez, on a appelé ça des comités de priorité, des fois des super ministre, mais à un moment donné, le nombre de gens autour de la table est important. Puis c'est pas parce qu'il y en a une dizaine qui viennent pas, sauf si leur dossier spécifique a été appelé, que c'est plus efficace. Là. Chantal, puis Rosemary après. Qu'est-ce que ça mange en hiver un secrétaire d'État à la nature? Parcs nationaux. Poser la question, c'est... Moi, je n'ai pas la réponse. Parce qu'on a déjà un ministre un vrai ministre qui s'occupe des parcs. On a un ministre de l'Environnement. Qu'est-ce que ça fait un secrétaire d'État qui combat le crime? Quand on a un ministre de la Justice, un ministre... et qu'est-ce que les fonctionnaires vont faire de tous ces gens-là qui se rattachent à pas grand-chose? J'ai hâte de voir, mais l'idée que ça rend la machine et la prise de décision plus efficace, j'ai beaucoup de difficultés, en effet. Rosemary. Oui, je suis d'accord avec ça, sauf que je pense, et tout le monde le comprend, que c'était des décisions politiques et pas pour mieux fonctionner le gouvernement. Le secrétaire d'État, par exemple, pour combattre les crimes, c'est un député de Brampton. Ça, c'est une place où les libéraux doivent avoir plus de succès dans une prochaine élection. C'est la même chose pour d'autres, en Saskatchewan aussi. Alors, je comprends le cynisme de mes collègues, mais je pense aussi qu'il y a un intérêt politique à le faire et de ce point de vue-là, je peux comprendre ce qu'il fait le premier ministre. Ce qui nourrit notre cynisme. Oui, excusez-moi, mais il y a une solide dose de fausse représentation là-dedans. Quelqu'un arrive, il devient premier ministre et il dit aux Canadiens, je vais être plus efficace, je vais avoir une équipe plus restreinte. Il nomme des gens à des postes importants, le logement, l'immigration. Et 1 mois et demi plus tard, ces gens-là disparaissent du portrait, puis on ajoute 10 chaises à l'extérieur du cercle immédiat en disant c'est parce qu'on a des besoins politiques.
C'est le contraire du message qu'on a vendu, qui était « Nous sommes des gens sérieux qui allons fonctionner de façon efficace ». Là, c'est devenu « Nous sommes des gens sérieux qui se cherchent un mandat majoritaire dans 2 ans ». C'est pas exactement ce qu'on a vendu comme salade pendant la campagne électorale. Et ça a bien servi Brampton, que M. Rosemary soulignait. Il y a 3 ministres ou secrétaires d'État dans la région de Brampton. Clairement, on a l'œil là-dessus. Bon, un autre sujet qui a retenu l'attention la semaine dernière, toute la question des oléoducs. M. Carney semble tout à fait disposé à construire quelque chose, à aller de l'avant avec un projet. M. Guilbeault, pas tant. M. Legault, un peu plus. Michel, va-tu voir ça, un oléoduc, dans les prochaines années, d'après vous, en passant à travers le nord du Québec, jusqu'à Sept-Îles, vers Bécancour, on ne sait pas? Le nord du Québec, attention, là, je suis pas sûr qu'on va techniquement pouvoir faire ça, mais même à ça, là, est-ce qu'il y a au Canada actuellement $1 du secteur privé qui est prêt à travailler dans un projet d'oléoduc? La réponse à ça, c'est non. Alors, à partir de ce moment-là, on peut dire toutes sortes d'affaires, mais le secteur privé ne voit pas l'utilité d'un oléoduc Est-Ouest. Si il pouvait y avoir un projet, c'est peut-être d'exporter du gaz naturel liquéfié vers l'Asie, où ça pourrait servir d'énergie de remplacement, par exemple, en Inde. Mais dire on va emmener du pétrole de l'Ouest au port de Bécomo ou au port de Sept-Îles pour l'envoyer en Europe, il n'y a pas de marché pour ça. Alors, je ne sais pas pourquoi on est en train de parler de ces choses-là. La réalité économique n'est tout simplement pas là. Oui. Chantal, est-ce qu'on essaie de... C'est du clientélisme? On essaie de faire plaisir aux gens de l'Ouest du pays, quoi? Bien, j'imagine que les gens de l'Ouest du pays ne sont pas différents des gens de l'Est, c'est-à-dire montrez-nous un projet. La balle est dans le camp de l'industrie privée. Je ne pense pas qu'il y a personne qui imagine que le gouvernement du Canada va financer avec de l'argent public la construction d'oléoducs qui, en passant, ne seront pas prêts à faire quoi que ce soit pour une dizaine d'années. On est quand même loin. Alors, c'est à l'industrie de vérifier l'état présumé du marché dans 10 ans et d'arriver avec des projets qui sont viables. C'est pas au gouvernement d'avoir une conversation qui est basée dans le moment sur aucun fait, aucune donnée probante. Ouais. Rosemary, cette semaine, M. Guilbeault a comme voulu faire un détour en arrivant à la réunion du Conseil des ministres pour dire il n'y a pas de demande, il n'y a pas de compagnie intéressée, on a déjà de la capacité en surplus. Comme s'il voulait un peu contredire son patron avant même que ça devienne un élément d'information. Est-ce qu'il y a une rupture entre les deux ici? Oui, je pense qu'il y a une rupture et je pense que M. Guilbeault s'est fait dire aussi par son boss par la suite que c'était, pas son dossier, c'était plus son dossier, et de 2, ce n'est pas la position du premier ministre. Lui, il veut au moins explorer l'idée d'un oléoduc ou gaz liquéfié, comme Michel dit. Moi, j'ai l'impression que l'industrie qui a fait des demandes spécifiques au gouvernement pour, par exemple, annuler le C-69 et entre autres, que ça se peut qu'il y ait des projets qui viennent si le gouvernement peut changer ou ajuster les lois comme ils le sont. Monsieur le premier ministre il dit qu'il ne veut pas faire ça. Alors, quand est-ce qu'un projet pourrait avoir lieu? Je ne sais pas. Mais je pense que le problème pour M. le ministre Guilbeault, c'est que de un, il lui-même a fait des erreurs dans ses paroles par rapport au pipeline de Trans Mountain, qui en fait est beaucoup plus à capacité qu'il l'a présenté. Et de 2, soutenir qu'il n'y a aucun projet qui pourrait avoir lieu. Je pense aussi que ça, c'est dangereux et ça va à l'encontre de son boss. Ouais. Un mot sur la semaine. Ça devait être une bonne semaine. Normalement, c'est une bonne semaine pour un gouvernement quand on présente un conseil des ministres. Puis on se lance comme ça avant même que ça siège. Michel, bonne ou mauvaise semaine pour le gouvernement de M. Carney? Votre évaluation de tout ça? Elle n'a pas été bonne. Je ne dirais pas qu'elle a été mauvaise, mais elle n'a pas été bonne. Et on a juste une chance de faire une première impression, là. Ça a donné l'idée de voici des politiciens professionnels qui sont retournés travailler. Et je ne suis pas sûr que les Canadiens aiment ça comme idée. Alors, on veut qu'ils soient professionnels, oui, mais à ce point politique, peut-être pas. Je suis sûr que c'est ça qu'on avait présenté aux Canadiens durant la campagne non plus, Chantal? Non, c'est pas une particulièrement bonne semaine. La taille du Conseil des ministres, ça passe mal. Les décisions ou les non-décisions sur le budget, ça passe mal. Puis on attend encore de voir comment ça fonctionne, l'équipe rapprochée de M. Carney. Il est le seul premier ministre que j'ai couvert qui n'arrive pas avec des gens qui sont avec lui depuis déjà longtemps. Là. Pensez à Eddie Goldenberg, Jean Pelletier avec Jean Chrétien. Alors, c'est qui
la garde rapprochée. C'est qui le chef de cabinet permanent de M. Carney? Pas de décision là-dessus. On a vu beaucoup de charrues cette semaine, mais il manque de bœufs maintenant. Oui, c'est ça. On attend encore. C'est vrai, on attend encore la nomination d'un chef de cabinet. Rosemary, Oui, évaluation? j'entends beaucoup de choses comme Chantal a dit aussi. Sont où les gens qui ont appuyé M. Carney depuis des décennies dans ses carrières auparavant? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui pourrait appeler pour le soutenir à ce moment-là? Parce que les gens qui étaient avec lui pendant la course au leadership et la campagne ne veulent pas travailler dans le gouvernement et ils partent. Alors, c'est qui va le soutenir? Parce que je pense, avec la semaine qu'il a eue, qu'il a besoin de soutien politique. Oui. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Bon, Rosemary, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Chantal, Michel, même chose. Merci. Bonne fin de week-end. Au revoir.